Bonjour à tous, j'espère que tout fonctionne bien. Et dans cette vidéo donc, de complément au TD d'analyse réelle, on va corriger l'exercice suivant. Il s'agit de démontrer que si on a une fonction uniformément continue, relire votre cours, wink wink, telle que l'intégrale de f sur 0 plus l'infini soit convergente, alors forcément f tend vers 0. Donc c'est une intuition qu'on pourrait trouver tout à fait naturelle, et ben, la preuve d'ailleurs c'est vrai, par analogie avec les séries, notamment avec les séries, on a vu qu'une série converge si et seulement si le terme général tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, et là en quelque sorte c'est l'analogue de ça. Toutefois on va voir qu'il faut faire attention. Ici on va vraiment avoir besoin de notre hypothèse de continuité uniforme pour que ça fonctionne, et on verra notamment juste après un contre-exemple dans le cas où la fonction n'est pas uniformément continue. Donc on regardera une fonction qui n'est pas du tout uniformément continue ni même continue, et on montrera que celle-là, son intégrale converge, mais sa limite n'est pas 0. Donc on dessinera cette fonction pour se donner un peu une idée d'à quoi elle ressemble, et on montrera proprement qu'elle constitue un contre-exemple à la réciproque, c'est-à-dire vous pouvez avoir des fonctions dont la limite n'est pas 0, mais dont l'intégrale converge quand même. Et du coup, elles ne sont pas uniformément continues. Donc du coup, commençons par suivre les conseils avisés de l'énoncé et par relire notre cours, par quoi j'entends. Rappelons-nous qu'est-ce que ça veut dire exactement qu'une fonction soit uniformément continue. Donc f est uniformément continue, qu'est-ce qu'on entend par là? F est uniformément continue, ça veut dire que pour tout epsilon supérieur à 0, il existe delta supérieur à 0, tel que pour tout xy dans R+, du coup en l'occurrence, dans 0 plus l'infini, si x moins y en valeur absolue est plus petit que delta, si x et y sont delta proches, alors f de x et f de y sont epsilon proches. Et donc c'est quoi la différence avec la continuité normale? La différence c'est que ici, on n'a pas préalablement fixé un point x0 et ensuite on regarde la continuité en x0. Donc en quelque sorte, le delta qu'on obtient ici, il ne dépend pas d'un point x0 où on vérifierait la continuité. C'est le même, pour un epsilon donné, c'est le même delta sur tout l'intervalle qui va garantir cette condition dès qu'on a celle-là. Et donc ça a l'air de rien, mais c'est en fait plus fort que la continuité normale où éventuellement le delta il dépend non seulement de epsilon, mais aussi du x0 où on se place. Et du coup, il y a cette idée de ne pas dépendre du point où on est, qu'on a tendance à appeler uniforme. C'est quelque chose que vous allez voir revenir avec la convergence uniforme et ce genre de choses. C'est toujours un peu cette idée-là, c'est quand ça ne dépend pas dans quel point spécifique on est. C'est quand c'est quelque chose qui est vrai globalement sur tout l'intervalle de définition en même temps. Ok, donc f vérifie ça et on suppose de plus que l'intégrale de f sur 0 plus l'infini et on veut montrer que limite de f de x quand x tend vers plus l'infini c'est 0. Autrement dit, on veut montrer que pour tout epsilon positif, il existe un grand M, tel que si x est plus grand que grand M, alors f de x en valeur absolue va être plus petit que epsilon. Pour comment on montre ça? On va se donner un epsilon supérieur à 0, et on cherche ce grand M, tel que pour tout x supérieur ou égal à grand M, f de x en valeur absolue est plus petit que epsilon. Et si on arrive à faire ça, on aura montré que f de x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Probablement, ce sont des définitions que vous avez vues l'année dernière en L1, en analyse.
la définition de limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale 0. Ok, comment on fait ça? On a un epsilon positif, c'est de là qu'on part, et on a l'uniforme continuité qui nous donne une certaine propriété pour n'importe quel epsilon positif. Donc, utilisons l'uniforme continuité. J'ai pas envie de recopier ça, c'est quand même un peu long, donc je vais l'appeler étoile. Donc, d'après la propriété de continuité uniforme, d'après étoile, il existe un delta supérieur à 0, tel que pour tout xy, machin truc, tel qu'on ait cette propriété. Donc pour tout xy dans R+, si x moins y est plus petit que delta, alors f de x moins f de y est inférieur à epsilon. Pourquoi ça va nous aider? Alors, l'idée va être la suivante, je vais la mettre en bleu clair, ce qui sous-entend que je suis un peu au brouillon. Ça veut dire que si j'intègre f de t entre x et x plus delta, donc sur un intervalle de taille plus petite que delta, pour tout, mettons, pour tout a supérieur ou égal à 0, si je considère l'intégrale entre a et a plus delta de f de t dt, on verra ensuite quel genre de a il faut choisir pour que ça donne le résultat qu'on veut. Alors, pour tout t entre a et a plus delta, d'après cette propriété, f de t moins f de a va être inférieur à epsilon. Et qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que du coup, f de a, il va être compris entre f de t plus epsilon et f de t moins epsilon. Moins f de t. Ah si, c'est ça, f de t moins epsilon, excusez-moi. Et du coup, l'intégrale de f entre a plus delta et pardon. L'intégrale de f de t entre a plus delta et a, donc si j'intègre cette inégalité, je vois que ici, si j'intègre la constante f de a entre a et a plus delta, ça me fait f de a fois la largeur de l'intégrale, donc f de a. Et je vais pouvoir majorer ça par l'intégrale entre a et a plus delta de ce truc-là. Formidable, allez-vous me dire à quoi ça sert? Ça va servir à la chose suivante, c'est que du coup, vous voyez ici que ça me permet de majorer f de a. Et notamment, si l'intégrale entre a et a plus delta de f de t dt était très petite, du coup, ce truc-là serait très petit. Et on a un epsilon qui se promène, donc il faudra faire un petit peu attention. Mais l'idée, c'est ça, c'est que du coup, avec ce genre de propriété, je vais pouvoir encadrer f de a. Et du coup, je voudrais bien l'encadrer, par exemple, entre epsilon et moins epsilon, quand a est suffisamment grand. Ce serait ça l'idée. Et il faudrait que quand a est suffisamment grand, l'intégrale entre a et a plus delta de f de t dt soit toute petite. Et du coup, c'est là que va intervenir ma deuxième hypothèse, le fait que l'intégrale entre 0 et plus l'infini de f de x dx converge. Donc fermons cette parenthèse, et vous allez voir ce que je veux dire par là. Et donc ici, pour que tout marche bien, en fait, je vais appliquer l'uniforme continuité non pas avec epsilon, mais avec epsilon sur 2, ce qui me permettra ici d'avoir des epsilon sur 2 qui pourront se simplifier avec des epsilon. Vous allez voir, ça va super bien marcher. C'est le genre de choses qu'on obtient par tâtonnement, mais du coup, à la fin, on peut choisir directement les bonnes constantes. Ok, du coup, comme je disais, on veut que l'intégrale entre a et a plus delta de f de t dt soit toute petite, et on va pour cela utiliser l'hypothèse de convergence de l'intégrale généralisée de f. Donc, puisque cette intégrale généralisée converge, qu'est-ce qu'on peut dire? On sait que
f de t dt converge. Ce que ça veut dire, c'est que l'intégrale entre 0 et x de f de t dt a une limite quand x tend vers l'infini. Et cette limite, c'est ça qu'on appelle intégrale de 0 à plus l'infini de f de t dt, donc ça c'est juste la définition de la convergence. Or, dire que l'intégrale de 0 à x de f de t dt a une limite qui est 0 plus l'infini, qui est l'intégrale, pardon, de f entre 0 et plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il existe un grand M supérieur à 0, tel que si x est supérieur ou égal à grand M, alors en valeur absolue, l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de t dt moins l'intégrale de 0 à x de f de t dt, j'ai oublié un dt ici, ce truc-là doit être inférieur à epsilon delta sur 4. Donc ça aussi, je le choisis pour des raisons qu'on comprendra plus tard. L'idée, c'est que vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait delta f de a qui était encadré par des intégrales. Du coup, on aura envie à un moment de pouvoir diviser par delta et récupérer epsilon. C'est pour ça qu'il y a un delta ici. Or, d'un autre côté, par la relation de Schall, ça, c'est égal à l'intégrale entre x et plus l'infini de f de t dt. Donc si vous avez une intégrale convergente entre 0 et plus l'infini, ça veut dire qu'il existe un grand M à partir duquel l'intégrale entre x et plus l'infini, donc en quelque sorte le reste, le bout de l'intégrale à partir d'un x très très grand, est tout petit. Donc ça paraît bien parti pour dire qu'on sent bien que ça a une tête à vouloir dire que f tend vers 0, n'est-ce pas? Du coup, c'est là qu'il va falloir réussir à passer de l'intégrale à la fonction par la manip que j'ai utilisée, que je vous ai brièvement présentée en bleu clair tout à l'heure et qui était peut-être un peu floue. Ok, continuons. Ce qu'on a donc, c'est que, encore mieux que ça, pour tout x supérieur ou égal à m, vous vous rappelez, nous, ce qu'on voulait, c'était plutôt l'intégrale entre x et x plus delta pour pouvoir utiliser l'absolue continuité. Mais si je fais l'intégrale entre x et x plus delta, toujours par la relation de Schall, ça je vais pouvoir l'écrire comme l'intégrale entre x et plus l'infini de f de t dt, moins l'intégrale entre x plus delta et plus l'infini de f de t dt. Et ça, par inégalité triangulaire, c'est plus petit que valeur absolue de l'intégrale entre x et plus l'infini de f de t dt, plus la même chose en partant de x plus delta. Or, comme x est plus grand que m, x plus delta est aussi plus grand que m, donc d'après ça, d'après ce que j'ai montré juste au-dessus, lui, il est plus petit que epsilon delta sur 4. Lui, il est plus petit que epsilon delta sur 4, donc tout ça, l'intégrale entre x et x plus delta de f de t dt, c'est plus petit que epsilon delta sur 2. Ok? Et maintenant, comme on avait dit, pour tout t dans x, x plus delta, on peut dire que t moins x en valeur absolue est plus petit que delta. Donc, par la propriété que tout à l'heure j'ai appelée étoile, étoile nous dit que f de t moins f de x est majoré par, on avait dit, epsilon sur 2. Ou pas, majoré, j'ai oublié le... Hop là, majoré par epsilon sur 2. Donc, f de x, il est plus petit donc f de x moins epsilon sur 2
est plus petit que f de t, qui est plus petit que f de x plus epsilon sur 2. Et du coup, maintenant, si j'intègre toute cette inégalité entre x plus delta et... qu'est-ce que j'ai fait? Oui, pardon. Si j'intègre toute cette inégalité entre x et x plus delta, j'obtiens que l'intégrale entre x et x plus delta de f de x moins epsilon sur 2 dt, c'est plus petit que l'intégrale entre x et x plus delta de f de t dt. Or ça, puisque c'est une constante par rapport à t, ici on intègre par rapport à t, donc f de x moins epsilon sur 2 c'est une constante, c'est égal à f de x moins epsilon sur 2 fois delta, fois la largeur de l'intervalle x plus delta. Et donc ça, on a dit que c'était plus petit que l'intégrale entre x et x plus delta de f de t dt. Et du coup, f de x, je vois que je peux le majorer par 1 sur delta intégrale entre x et x plus delta de f de t dt plus epsilon sur 2, dt plus epsilon sur 2, et j'ai dit que lui, d'après ce qu'on a ici, il est plus petit que epsilon delta sur 2. Donc ce que j'obtiens au final, c'est que f de x en valeur absolue, il est plus petit que 1 sur delta fois epsilon delta sur 2 plus epsilon sur 2. Donc f de x, il est plus petit que epsilon. Donc là, on a bien avancé, mais on n'a pas tout à fait fini parce qu'il nous manque des valeurs absolues ici. Donc il faut aussi qu'on majore moins f de x. Enfin, on va faire la même chose, sauf qu'au lieu d'utiliser cette partie-là de l'inégalité, on va utiliser celle-ci. Donc de plus, on a moins f de x qui est plus petit, pardon, moins f de x moins epsilon sur 2 qui est plus petit que f de t. Excusez-moi, je me suis perdue dans mes signes. Juste une seconde que je me reprenne. Donc voilà, on a utilisé déjà cette partie-là de l'inégalité. Et maintenant, on va utiliser cette autre partie de l'inégalité pour minorer f de x. Donc f de x plus epsilon sur 2, c'est plus grand que f de t. Donc si j'intègre entre x et x plus delta, j'obtiens cette inégalité. Et comme encore une fois j'intègre par rapport à t, f de x plus epsilon sur 2, ici c'est une constante. Donc en fait, ce qu'on obtient vraiment ici, c'est que f de x plus epsilon sur 2 fois la largeur de l'intervalle, donc fois x plus delta moins x, c'est-à-dire fois delta,
c'est plus grand que l'intégrale entre x et x plus delta de f de t dt. Et d'après cette inégalité-là, ça c'est plus grand strictement que moins epsilon delta sur 2. Donc, vous voyez que si je divise ici par delta de chaque côté de l'inégalité, et que je soustrais epsilon sur 2, j'obtiens f de x supérieur à moins epsilon. Là, on ajuste un peu nos constantes, et regardez comme c'est beau, on obtient f de x qui est compris entre moins epsilon et epsilon pour tout x supérieur ou égal à m. Vous vous rappelez, c'est le m qu'on a posé tout à l'heure là. On a donc f de x qui est compris entre moins epsilon et epsilon. Donc valeur absolue de f de x inférieure à epsilon. On a donc bien montré que f de x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc là, ça vous semble peut-être un peu impossible à trouver par vous-même, cette histoire de epsilon, de delta, etc. Évidemment, on ne tombe pas dessus comme ça par hasard. Il faut pas mal de tâtonnements pour aboutir à ce résultat. Mais l'idée est toujours la même finalement. Vous partez de la définition de ce que vous voulez montrer. Vous voulez montrer que pour tout epsilon positif, il existe un grand m tel que pour tout x plus grand que m, f de x en valeur absolue est plus petit que epsilon. Donc vous prenez un epsilon positif, et maintenant vous cherchez le m. Où est-ce que vous allez le chercher? Vous avez deux hypothèses, la continuité uniforme et la convergence de l'intégrale. La convergence de l'intégrale vous dit, comme on l'a vu, pour x plus grand que m, l'intégrale entre x et x plus delta, quel que soit delta, de f de t dt, ça va être tout petit. Ça va être plus petit que epsilon, ça va être plus petit que epsilon sur 2. Vous choisissez ça à l'avance. Et maintenant, c'est qui delta? Eh bien delta, c'est celui qui est donné par la propriété de continuité uniforme. Donc j'espère que cette explication est suffisamment claire. Sinon, comme toujours, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions par mail. Et maintenant, on va étudier la réciproque. Donc on a montré que pour une fonction uniformément continue, si l'intégrale est convergente, alors la limite de f de x doit être nulle. Et on va voir que pour les fonctions pas uniformément continues, ça ne fonctionne pas. Pour faire ça, on va montrer du coup qu'il existe des fonctions telles que l'intégrale converge, donc de R plus dans R, telles que l'intégrale entre 0 et plus l'infini de f de t dt converge, mais f de x ne tend pas vers 0 quand x tend vers plus l'infini. L'énoncé nous suggère de regarder la fonction f, qui est la somme pour tous les n supérieurs ou égal à 2 de n fois l'indicatrice de n plus 1 sur n4. Alors là, ça peut prendre un peu de temps de s'approprier qu'est-ce qu'on entend exactement par là. Donc qu'est-ce qu'on entend par là? Déjà, ça peut paraître curieux de définir une fonction par une somme infinie comme ça sans avoir vérifié qu'elle converge. En fait, ça se passe très bien parce que pour chaque x donné, l'indicatrice ici, donc l'indicatrice d'un intervalle AB,
vous avez peut-être déjà vu ça en proba, c'est la fonction qui vaut 1 si x appartient à AB, et 0 sinon. Donc l'indicatrice de AB, c'est une fonction qui ressemble à ça. Donc elle vaut 0 en dehors de l'intervalle AB, et elle vaut 1 dans l'intervalle AB, donc en fait elle a une forme de créneau comme ça. Vous avez probablement déjà vu ça avec les intégrales de Riemann. Ou alors on avait aussi croisé cette notation quand on avait montré que la fonction indicatrice des rationnels n'était pas Riemann intégrable dans le TD3. Et donc du coup ici, chaque x dans R+, il va appartenir au plus à un seul. Il ne peut pas être dans un n plus 1 sur n puissance 4 et dans un autre. Donc il va être dans un seul de ces intervalles, et du coup, pour les x qui sont dans cet intervalle, la fonction f de x vaut n, et si x est dans aucun de ces intervalles, alors elle vaut 0. Donc qu'est-ce que ça donne concrètement? Si je regarde ici comme ceci, donc je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, je vais m'intéresser aux intervalles n plus 1 sur n puissance 4. Donc j'ai 2 plus 1 sur 2 puissance 4, donc ça va être très proche de 2. 3 plus 1 sur 3 puissance 4, donc ça va être hop là, proche de 3. Encore plus proche de 4, encore plus proche de 5. Et en ordonnée, je mets les mêmes entiers. Et du coup, cette fonction, que fait-elle? Jusqu'à 2, déjà, elle vaut 0. Ensuite, entre 2 et 2 plus 1 sur 2 puissance 4, que j'ai la flemme de calculer, là, elle vaut 2. Ensuite, elle vaut à nouveau 0 jusqu'à 3. Et ensuite, entre 3 et le truc qui est tout près de 3, qui est 3 plus 1 sur 3 puissance 4, là, elle vaut 3. Donc, à nouveau, il y a un tout petit intervalle ici où elle vaut 3. Ensuite, entre 4 et 4 plus 1 sur 4 puissance 4, elle va valoir 4. Mais vous voyez que c'est des rectangles à la fois de plus en plus hauts et de plus en plus étroits. Après, elle vaut 0 jusqu'à 5, et ensuite, sur un tout petit intervalle après 5, elle vaut 5. Et elle continue comme ça jusqu'à l'infini. Donc ça, c'est ma fonction f. Et ce qu'il s'agit d'observer ici, c'est que si je calcule son intégrale, ça va être une somme de rectangles de plus en plus fins. Je vais avoir une somme d'aires de rectangles, mon surligneur est beaucoup trop épais. Je vais avoir une somme d'aires de rectangles infinie, mais tous de plus en plus fins, et c'est ça qui va faire converger l'intégrale. Et d'un autre côté, vous voyez que f n'est pas du tout uniformément continue sur R+, puisqu'elle n'est même pas continue sur R+. Elle est discontinue en chaque n pour n supérieur ou égal à 2. Là, si j'écris avec le surligneur, ça ne fonctionnera pas. Donc f est discontinue en n pour tout n supérieur ou égal à 2. Donc f n'est pas uniformément continue sur R+. La deuxième chose à observer, c'est que f de x, quand x tend vers plus l'infini, bah, ça tend pas vers 0. Vous voyez que f est nul quasiment partout, hein, sauf sur ces rectangles tout fins. Mais du coup, quand même, à chaque entier, elle a un pic où elle se met à valoir n, donc elle tend pas du tout vers 0. Si on veut écrire ça proprement,
f de x ne tend pas vers 0 quand x tend vers l'infini. En effet, même si vous prenez un x très très loin, donc plus grand qu'un grand M, il va toujours exister un x plus grand que m, tel que f de x va être plus grand que epsilon. Par exemple, si vous prenez epsilon égale 1, vous pouvez prendre un x supérieur à grand M et on va le prendre entier pour montrer le problème. Donc par exemple, vous prenez partie entière de m plus 1, ça c'est un entier supérieur ou égal à m, tel que f de x. Bah, du coup, f de x, ça va être égal à partie entière de grand M plus 1, et ça c'est supérieur ou égal à 1. Donc ce qu'on a montré, c'est qu'il existe un epsilon, ici je l'ai pris égal à 1, tel que pour tout m supérieur ou égal à 0, il existe un x, donc ici le x il est égal à, par exemple, partie entière de m plus 1. Donc il existe un x supérieur ou égal à m, tel que valeur absolue de f de x soit supérieure à epsilon, c'est-à-dire à 1. Et ça, c'est la négation de f de x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Du coup, f de x ne tend pas vers 0 en plus l'infini. Et pourtant, l'intégrale de f converge bel et bien. Donc en effet, il va s'agir de montrer que si je prends l'intégrale entre 0 et n de f de x dx, on veut montrer que ça a une limite quand n tend vers plus l'infini. Et puisque je m'intéresse à la limite quand n tend vers plus l'infini, je peux prendre n entier. Ça va juste être un peu plus simple à écrire. Donc ce que je vois, c'est que pour tout n dans n étoiles, c'est qui l'intégrale... Pardon, il faut que je le prenne plus grand que 2, sinon ça va pas être très intéressant. C'est qui l'intégrale entre 0 et n de f de x dx? On peut voir que c'est égal à l'intégrale... à la somme pour n allant de 2 à n-1 de n intégrale de l'indicatrice entre n et n plus 1 sur n4 de x Donc vous voyez que là je m'arrête en n-1 puisque de toute façon je regarde que les x pour x entre 0 et grand n, et pour x entre 0 et grand n je vais jusqu'à l'entier n, donc vous vous rappelez là où ça fait un créneau là, et je m'arrête juste avant. Donc en fait il suffit que je m'intéresse au n-1 premier terme dans l'expression de f de x. Donc ça c'est vrai car du coup on considère f après grand n. Or, c'est qui l'intégrale de l'indicatrice de n plus 1 sur n4? On l'a dit tout à l'heure, on l'a rappelé, c'est la fonction qui vaut 1 entre n et n plus 1 sur n4, et 0 sinon. Donc c'est pareil que l'intégrale de 1 entre n et n plus 1 sur n4. Et l'intégrale de 1 entre n et n plus 1 sur n4, c'est tout simplement n plus 1 sur n4 moins n. Donc vous voyez que les n se simplifient ici, comme de par hasard. Et il nous reste 1 sur n puissance 4 fois n. Donc en fait, c'est la somme pour n allant de 2 à grand n moins 1 de 1 sur n au cube. Et rappelons-nous la question. La question, c'est est-ce que ce truc-là a une limite quand grand n tend vers plus l'infini? Et c'est là qu'on se rappelle le chapitre sur les séries. 1 sur n au cube, c'est le terme général d'une série convergente.
Donc la limite, quand n tend vers plus l'infini de cette somme-là, de la somme pour n allant de 2 à grand n-1 des 1 sur n au cube, existe dans R. Ça nous donne un réel. Du coup, ce que ça nous dit, puisqu'on a cette chaîne d'égalité ici, c'est que l'intégrale entre 0 et n de f de x dx a une limite quand n tend vers plus l'infini. Donc, l'intégrale, par définition, hein, c'est à nouveau la définition de l'intégrale généralisée, l'intégrale généralisée entre 0 et plus l'infini de f de x dx converge. Donc ici, ce qu'il s'agit d'observer, c'est qu'on a une fonction dont l'intégrale est convergente, mais qui ne tend pas vers 0. Et du coup, ce critère un peu intuitif dont je vous parlais au début, ça fonctionne, mais seulement pour les fonctions uniformément continues. J'espère que c'était à peu près clair, c'est pas un exercice très facile. Sinon, comme toujours, n'hésitez pas à m'adresser toutes vos questions et j'y répondrai du mieux que je peux. Je vous dis à tout de suite pour l'exercice 1.4.